Alors rebonjour, on va essayer de reprendre à l'heure pour avoir toujours ce temps qui nous semble important de discussion, d'autant plus qu'on doit, alors il y a des sessions en plus qui vont commencer à 12h30 sur d'autres endroits et qu'on doit libérer la salle. Et donc on va reprendre tout de suite. Et donc j'appelle donc Alizé Froliger qui va nous parler on est toujours dans le même thème de la prévention. On a vu aspirine, HVPM, vitamine calcium, et donc la vitamine D et autres mesures potentielles pouvant jouer sur la prévention de la prééclampsie. Merci Alizé. Ça ne fonctionne pas. Ça marche pas? Non. Il faut. À la régie, si quelqu'un nous entend, est-ce que vous pouvez afficher les communications pour qu'on puisse cliquer dessus? Même si les journées francophones de sexologie de santé sexuelle sont majeures, pour qu'on puisse commencer notre session. Merci. Merci. Bonjour à tous, je remercie le groupe de travail pour cette expérience et donc je vais continuer dans le champ de la prévention de la prééclampsie avec une première question sur la supplémentation en vitamine D, donc divisée en deux questions picots. La première, en population générale, est-ce qu'une supplémentation en vitamine D permet de réduire la survenue d'une prééclampsie? Et une deuxième question, en population à risque de prééclampsie, est-ce qu'une supplémentation en vitamine D permet de réduire la morbidité maternelle ou périnatale? Donc la question d'une supplémentation en vitamine D trouve son rationnel par des études observationnelles qui ont mis en évidence une association entre un déficit en vitamine D pendant la grossesse et une survenue de prééclampsie. En France, la prévalence du déficit en vitamine D pendant la grossesse est probablement inférieure à une femme sur 4 et il n'y a actuellement aucune société savante internationale qui recommande une supplémentation en vitamine D au cours de la grossesse afin de réduire le risque de prééclampsie. Lorsqu'on s'intéresse dans un premier temps à la population générale, eh bien, il existe de nombreuses méta-analyses, mais qui sont de faible qualité de preuve. La plupart sont regroupées ici, donc on voit que les résultats sont très discordants, et l'ensemble de ces méta-analyses sont basées sur les mêmes essais cliniques randomisés qui ont une très faible qualité de preuve, notamment sur la mesure de la prééclampsie, qui n'est pas souvent bien définie. Il y a probablement des biais de sélection dans ces études, puisque l'incidence de prééclampsie est très élevée dans les groupes contrôle et il y a une grande hétérogénéité de l'intervention avec des posologies de vitamine D, des rythmes d'administration, des moments d'administration, etc. qui sont très variables. Et de plus, ces essais sont le plus souvent monocentriques et d'effectifs très faibles. Et donc, il faut prendre ces limites en compte avant d'interpréter, par exemple, les résultats de la Cochrane en 2019 qui semblaient montrer une diminution du risque de survenue de prééclampsie en cas de supplémentation en vitamine D. Mais l'ensemble de cette qualité de preuve étant très basse, on aboutit à cette recommandation qui est donc en population générale. Les données de la littérature sont insuffisantes en qualité pour émettre une recommandation quant à l'intérêt d'une supplémentation en vitamine D au cours de la grossesse pour réduire la survenue d'une prééclampsie. C'est donc une absence de recommandation. À présent, lorsqu'on s'intéresse à la population à risque de prééclampsie, eh bien là on peut aller assez vite puisqu'il n'y a que 2 essais cliniques randomisés qui sont de très faible qualité de preuve, qui ont inclus 140 et 60 femmes. Là encore, la définition de la prééclampsie était insuffisamment définie. Il y avait des faiblesses dans les méthodes de randomisation, etc. Donc la qualité de preuve est très basse. Et il n'y a aucune étude qui n'a évalué chez les femmes à risque l'impact d'une supplémentation en vitamine D sur la survenue de critères de morbidité maternelle ou néonatale sévère. En conclusion, donc en population à risque, les données de la littérature sont insuffisantes en qualité et en nombre pour émettre une recommandation quant à l'intérêt d'une supplémentation en vitamine D au cours de la grossesse pour réduire la morbidité maternelle ou périnatale. À présent, la question de l'autosurveillance de la pression artérielle. Donc, en population à risque de prééclampsie, est-ce qu'une autosurveillance de la pression artérielle en comparaison à une surveillance habituelle en consultation permet de réduire la morbidité maternelle ou périnatale? Donc, il faut savoir que cette intervention elle est encore peu étudiée chez les femmes à risque de troubles hypertensifs de la grossesse. Et les études disponibles actuellement évaluent majoritairement sa faisabilité et l'adhérence des femmes à cette intervention. Et de plus, les données sont insuffisantes concernant les modalités d'utilisation de ces appareils pendant la grossesse, notamment en termes de fréquence ou en termes de seuil diagnostic. Malgré tout, l'autosurveillance est plutôt répandue, puisque sur un sondage sur 5500 femmes enceintes en Angleterre,
retrouvait qu'une femme sur 5 non hypertendue surveillait sa tension à domicile. Et donc, quand on s'intéresse aux différentes sous-populations de femmes à risque de prééclampsie, en premier temps, les femmes qui ont une HTA chronique ou une HTA gravidique, on peut citer l'essai Optimum, qui évaluait donc une autosurveillance de la pression artérielle chez 100 femmes versus une surveillance classique. Le critère de jugement principal était la faisabilité et l'adhérence des femmes à cette intervention, donc qui était satisfait. Et ils ont évalué en critère de jugement secondaire la survenue de prééclampsie. Pas de différence significative, pas plus de diagnostic dans les femmes qui s'autosurveillaient, et des critères de morbidité maternelle ou néonatale, pas de différence, mais évidemment, il n'y avait pas de puissance nécessaire suffisante dans cet essai. On peut ensuite citer, toujours chez les femmes qui ont une HTA chronique ou une HTA gravidique, l'essai BUMP, qui est paru dans le JAMA l'année dernière, qui donc évaluait l'autosurveillance avec cette fois la possibilité d'une télétransmission des résultats à une équipe soignante, 400 femmes dans le bras intervention et 400 femmes dans le groupe contrôle. Là, le critère de jugement était davantage clinique et évaluait la différence de pression artérielle systolique au cours de la grossesse. Pas de différence entre les groupes, c'est-à-dire que les femmes qui autosurveillaient leur pression à la maison n'avaient pas un meilleur contrôle tensionnel. Et quand on regardait les critères de jugement secondaire de morbidité maternelle ou néonatale, même en analyse en sous-groupe en fonction des patientes qui avaient une HTA chronique ou une HTA gravidique, pas de différence dans le taux de survenue de prééclampsie, ni sur la morbidité maternelle ou néonatale sévère. Donc, a priori, chez ces femmes qui sont hypertendues chroniques ou avec HTA gravidique, pas de réduction de la morbidité maternelle ou périnatale en cas d'autosurveillance de la pression artérielle. À présent, lorsqu'on s'intéresse aux femmes qui ont d'autres facteurs de risque, c'était un second volet de l'essai BUMP qui, cette fois, incluait des femmes définies comme à risque par leur âge supérieur à 40 ans, la nudité, l'antécédent familial de prééclampsie, l'antécédent personnel de prééclampsie ou d'HTA gravidique, l'obésité, maladie rénale chronique, grossesse gémellaire, diabète, pathologie auto-immune. 1200 femmes dans le groupe intervention, là encore avec autosurveillance et télétransmission, et 1200 femmes dans le groupe contrôle. Là encore, un critère de jugement un peu plus clinique qui, cette fois, était la durée entre la randomisation et le premier diagnostic d'HTA clinique, pas de différence entre les groupes. Et à nouveau, sur les critères de morbidité maternelle ou néonatale, pas de différence sur la survenue de prééclampsie et sur les autres critères. Donc, en conclusion, dans une population à risque de prééclampsie, il est recommandé de ne pas initier en routine une autosurveillance de la pression artérielle au cours de la grossesse, en complément de la surveillance habituelle, dans le seul but de réduire la morbidité maternelle ou périnatale. Compte tenu de la contamination qu'il y avait dans les bras des essais randomisés, c'est-à-dire que les patientes qui étaient randomisées dans le groupe contrôle, malgré tout, il y en avait 20 à 65% d'entre elles qui pratiquaient une autosurveillance à domicile. Donc ça peut diluer l'effet de l'intervention, c'est-à-dire que ça diminue le contraste entre les groupes et donc ça diminue la fiabilité de notre mesure d'association. Et donc on précise qu'évidemment, si une autosurveillance avait été déjà initiée chez ces patientes en dehors de la grossesse, par exemple chez les patientes qui ont une HTA chronique, on ne dit pas qu'il faut l'arrêter, c'est juste que les arguments de la littérature ne montrent pas d'intérêt à initier en routine, systématiquement, chez toutes les femmes à risque, cette stratégie pour diminuer la morbidité maternelle ou périnatale. À présent, la question de l'activité physique. Est-ce qu'en population générale, une pratique d'activité physique pendant la grossesse permet de réduire la survenue d'une prééclampsie ? Déjà, on peut souligner que l'activité physique pendant la grossesse est associée à une diminution de certaines complications obstétricales, la prise de poids, le diabète gestationnel, le mode d'accouchement ou la prématurité, et donc doit être encouragée en l'absence de contre-indication médicale ou obstétricale. Lorsqu'on s'intéresse maintenant à l'association entre pratique d'une activité physique et survenue de prééclampsie en population générale, il y a plusieurs méta-analyses qui présentent quand même certaines limites, notamment une représentation majoritaire des femmes en surpoids ou obèses, la prééclampsie souvent évaluée dans les critères de jugement secondaire, donc parfois insuffisamment définis, une grande hétérogénéité de l'intervention avec des activités physiques de nature très diverses, d'intensité, de rythme, de durée très hétérogènes en fonction des études, et une forte contamination entre les bras, puisque dans beaucoup d'essais, en fin de grossesse, les femmes qui étaient randomisées en groupe contrôle ou dans le groupe activité physique avaient exactement le même taux d'activité physique en fin de grossesse. Et donc, l'ensemble de la qualité de preuve est plutôt basse, et si on doit en retenir une seule, ça serait plutôt celle-ci, la méta-analyse de Davenport, donc, qui a évalué l'activité physique par rapport à un groupe contrôle et qui semblait retrouver une diminution du risque de 40% de survenue de prééclampsie, 3% dans le groupe contrôle versus 2% dans le groupe activité physique. Donc, au total, dans une population générale, il est recommandé d'encourager la pratique d'une activité physique au cours de la grossesse pour réduire le risque de survenue d'une prééclampsie. C'est une recommandation
forte, avec une qualité de la preuve qui est basse. Enfin, j'aborde la question de Diane Korb par souci de fluidité, puisqu'elle interviendra plus tard sur d'autres questions. Donc, qui était, en population générale, est-ce qu'une restriction en apport sodique alimentaire pendant la grossesse permet de prévenir la survenue d'une prééclampsie? Eh bien, là, à nouveau, peu de données. Une méta-analyse, 2 essais randomisés sur 600 femmes nullipares sans pathologie, qui évaluaient une restriction des apports alimentaires en sodium versus le régime alimentaire habituel. Pas de diminution du risque de prééclampsie, d'HRP ou de décès périnatal. Et en plus, ces études étaient anciennes, de 97 et 98, sur des faibles effectifs, et la quantité de sodium dans les groupes intervention était différente. Donc au total, les données de la littérature sont insuffisantes en qualité et en nombre pour émettre une recommandation quant à l'intérêt d'une restriction alimentaire en sodium pendant la grossesse, afin de réduire la survenue d'une prééclampsie en population générale. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, vous voyez qu'on passe une politique sur l'activité physique notamment, où on a tendance à mettre les femmes au repos sur ses antécédents, où on a tendance à recommander l'activité physique. Sur la vitamine D, pas de bénéfice réellement démontré. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. On a abordé les questions de tout ce qui a trait à la définition, à la prévention, au dépistage et à la prévention de la prééclampsie. Maintenant, on va rentrer dans le volet de la prise en charge. Et dans le volet de la prise en charge, Édouard Lecarpentier va vous présenter la place des biomarqueurs de prééclampsie, ainsi que comment mesurer la protéinurie et surveiller les femmes, comment surveiller la protéinurie chez les femmes qui ont une prééclampsie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. D'abord, je n'ai pas de lien d'intérêt financier par rapport à la question qui va être, aux questions qui vont être traitées ici. Donc la première question PICO que le groupe a été amené à traiter est la suivante, c'est en cas de suspicion de prééclampsie, l'utilisation des tests biologiques reposant sur le dosage du PLGF ou du ratio SFLT1-PLGF permet-elle de réduire la morbidité maternelle et ou périnatale? Juste un rappel très très court, au cours de la grossesse normale, il y a un équilibre entre le SFLT1 et le PLGF circulant dans le sang maternel, et au cours de la prééclampsie, il y a un excès pathologique de SFLT1 qui circule en sang maternel, qui est libéré par le placenta, et il y a une baisse du PLGF libre circulant. Alors ce déséquilibre de la balance angiogénique, il est maintenant connu quasiment depuis une vingtaine d'années. Le premier papier était celui-ci, New England de 2004, où on voit en noir les taux de SFLT1 qui sont significativement supérieurs chez les patientes qui ont une prééclampsie par rapport aux patientes contrôle qui n'en ont pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que il semblerait que ce déséquilibre de la balance survienne déjà de manière significative 4 à 5 semaines avant les premiers signes cliniques de la maladie. Il a fallu une douzaine d'années pour monter cet essai à une équipe allemande, publié donc en 2016, avec 2 cohortes, une cohorte de développement et une cohorte de validation, plus de 1000 patientes, qui évaluent la valeur prédictive du ratio SFLT1-PLGF en situation de suspicion de prééclampsie. Il faut juste rappeler que l'incidence de la prééclampsie dans ces 2 cohortes va être de 20% dans la cohorte de développement et 18% dans la cohorte de validation. Et donc cet essai montrait que ce dosage avait une valeur prédictive négative de 98% dans la cohorte de développement, 99% dans la cohorte de validation, pour exclure le diagnostic de prééclampsie au moment où il est fait et jusqu'à une semaine après la suspicion de prééclampsie. Alors, cet essai ces résultats ont été appuyés par de très très nombreux essais dans la littérature, mais ces essais finalement ne répondent pas à la question si vraiment, oui ou non, ce dosage permet d'améliorer la santé des femmes et la santé des nouveau-nés. Et donc, il y a une deuxième génération d'essais qui a été entreprise. C'est en cas de suspicion de prééclampsie, on fait un dosage du facteur pro-angiogénique PLGF et on le rend, oui ou non, aux cliniciens. Et c'est comme ça qu'on évalue de manière franchement pragmatique l'intérêt de ce dosage. Alors il y a 2 principaux essais, un essai qui s'appelle Tous les 2 parottes, il y a un essai britannique, un essai irlandais. L'essai des Anglais donc, a inclus à peu près 1000 patientes. Il faut voir que l'incidence de la prééclampsie est de 35-36% dans cet essai, et leur critère principal, on va le revoir,
c'est le délai en temps entre la suspicion de prééclampsie et la confirmation diagnostique. L'autre essai des Irlandais inclut à peu près 2 fois plus de patientes. Mais attention, l'incidence de la prééclampsie est quasiment 50% en dessous, 14%. Et là, le critère principal de jugement, c'est vraiment un critère très dur de morbimortalité composite maternelle et fétale. Alors le premier essai britannique, c'est un essai multicentrique en grappe, avec 11 centres au Royaume-Uni, donc 1035 grossesses. Donc on est bien dans une situation de suspicion de prééclampsie. Et le critère de jugement principal, je vous l'ai dit, c'est le délai en jours entre l'inclusion et le diagnostic documenté de prééclampsie. Et donc c'est un essai qui est positif sur le critère de jugement principal. Il y a une réduction à peu près à moitié, 4,1 jours dans le groupe en aveugle du résultat, à qui on n'a pas rendu le PLGF, et puis 1,9 jours dans le groupe informé du résultat. Bon. L'incidence de la prééclampsie dans cet essai est d'environ un tiers des patientes. Alors c'est intéressant, ils ont regardé un critère composite de morbimortalité maternelle qui va être significativement diminué dans le groupe où l'équipe est au courant du résultat. J'attire votre attention sur l'incidence du critère composite. Le critère composite est vraiment très fort dans cette étude. Il n'y a pas, c'est vraiment des défaillances d'organes et les poussées hypertensives au-delà de 16-11, qui sont souvent incluses dans ces critères composites, n'apparaît pas dans cet essai, ce qui explique pourquoi c'est 4-5%. Mais ce n'est pas le critère jugement principal, mais ça sort comme significativement positif. Donc diminution du critère composite de morbimortalité maternelle dans le groupe où les cliniciens sont au courant du résultat. On voit ici, on peut critiquer ce résultat, c'est vrai qu'il y a deux cas d'éclampsie dans le groupe en aveugle, 2 AVC, un infarctus du myocarde, une population quand même assez sévère. Bon, aucun résultat significatif pour la morbidité néonatale dans cet essai. Le second essai irlandais, c'est un essai donc multicentrique en grappe également, 700 en Irlande, 2219 patientes. Alors, le critère de jugement principal, c'est la morbidité composite maternelle. Et là, dans la série des critères qui est prise en compte, il y a la poussée hypertensive supérieure à 16 et ou 11, ce qui explique pourquoi l'incidence de ce critère attendu est beaucoup plus élevée. Alors, à contrario, cet essai est un essai négatif. Il n'a pas permis de montrer que dans le groupe où on est au courant du résultat du dosage PLGF, il y a une diminution de la morbimortalité maternelle. Juste une précision, cet essai incluait donc 2219, mais initialement cet essai était designé pour devoir inclure 4000 patientes pour avoir une réduction d'environ 7% de ce critère composite. Donc l'essai a été arrêté en cours par défaut d'inclusion. Voilà, donc il n'y a pas de diminution dans cet essai de morbimortalité composite néonatale sévère. Et puis, confirmons ce que je venais de vous dire, le critère le plus fréquent dans la somme des critères composites maternels, c'est la poussée d'HTA supérieure à 160 mm de mercure. Donc, le groupe a la question, en cas de suspicion de prééclampsie, l'utilisation des tests biologiques reposant sur le dosage du PLGF et du ratio PLGF permettait de réduire la morbidité maternelle ou périnatale. Donc, le groupe a répondu, en cas de suspicion de prééclampsie, il est recommandé de ne pas utiliser en routine le dosage du PLGF et ou du ratio SFLT1 dans le seul but de réduire la morbidité maternelle et ou périnatale. C'est une recommandation faible avec une qualité de preuve modérée. Pour la seconde question, cette fois-ci on est en cas de prééclampsie avérée. L'utilisation des tests PLGF et SFLT1 permet-elle de réduire la morbidité maternelle et ou périnatale? Alors très souvent cette étude est prise en exemple comme pour essayer de démontrer la vertu, on va dire, pronostique du ratio SFLT1-PLGF en cas de prééclampsie. Il faut juste rappeler que cette étude, publiée par Rana en 2012, c'est une étude en situation de suspicion de prééclampsie. Alors certes, il y a 56% des patientes qui auront une prééclampsie, mais toutes les patientes n'ont pas de prééclampsie dans cette étude. Et donc cette étude montre que, en fait, quand vous avez un ratio SFLT1-PLGF supérieur à 85, eh bien, dans les 2 semaines, avant 34 semaines, dans les 2 semaines qui suivent le dosage, vous avez eu une indication de naissance, d'indication maternelle. Bon, il n'y a pas énormément d'essais pragmatiques, comme les 2 essais Parrot en situation de prééclampsie avérée. Il y a cet essai de Peguero, publié en 2021. C'est un essai multicentrique, 7 centres en Espagne,
il y a beaucoup moins de patientes que dans les essais Parrot, 178 grossesses monofétales, compliquées de prééclampsie, non sévères, entre 34 et 37 semaines. Cette fenêtre où, quand il n'y a pas de critères de sévérité ou de gravité de la prééclampsie, une attitude expectative peut être proposée. Un dosage du PLGF est fait et l'équipe soit est en aveugle, soit est mise au courant du résultat. Mais là, attention, dans le groupe qui est mis au courant du résultat, si le PLGF est inférieur à 60 picogrammes par ml, ce qui correspond au 5e percentile en population générale, ça imposait, selon le protocole de l'étude, à une naissance dans les 48 heures. Alors juste comme ça, en fait, le PLGF inférieur au 5e percentile dans cette population, ça a concerné 20% des patientes. Et le critère de jugement principal, qui était très spécifié, c'était la progression vers la prééclampsie sévère selon les critères ACOG. Et dans le groupe, il y a une réduction significative du taux de progression vers la prééclampsie sévère dans le groupe où le PLGF va être révélé. Donc, évidemment, si on révèle le dosage et qu'il est inférieur à 60, vous allez statistiquement plus indiquer la naissance dans les jours ou les semaines qui viennent que dans l'autre groupe. Et donc, on n'est pas surpris en fait de ce résultat positif. Alors, ils ont aussi regardé le critère morbidité maternelle et pas seulement progression vers la prééclampsie sévère. Et là, il y a une diminution significative, mais sur quand même des très faibles effectifs. Il y a une définition significative de la morbidité maternelle dans le groupe où le PLGF est révélé. Aucune différence dans le groupe morbidité néonatale. J'attire juste l'attention, le terme de naissance n'est pas significativement différent entre le groupe où on révèle et le groupe où on ne révèle pas, ce qui est assez intriguant et je pense qu'il y a beaucoup de limites méthodologiques dans cette étude. Donc en cas de prééclampsie avérée, le groupe a conclu qu'il est recommandé de ne pas utiliser en routine le dosage du ratio SFLT1-PLGF ou PLGF seul pour réduire la morbidité maternelle et périnatale. Alors juste quelques commentaires, parce que pour certaines personnes, ces recommandations peuvent paraître un tout petit peu un peu décevantes. Mais je considère que en fait, ces recommandations sont tout à fait acceptables pour les gens qui ne sont pas convaincus de l'utilité de l'utilisation de ces biomarqueurs en pratique clinique. Parce qu'en effet, il y a encore beaucoup de travail de recherche à faire pour arriver à prouver ou pas, que l'utilisation de ces biomarqueurs va permettre de diminuer la morbimortalité maternelle et ou néonatale. Donc, je souligne aussi également que la disponibilité de ces dosages sur le territoire français n'est absolument pas garantie au moment où je vous parle. C'est-à-dire que l'écrasante majorité des maternités qui prennent en charge les patientes qui ont une prééclampsie ou qui vont avoir une suspicion de prééclampsie ne disposent pas, dans le temps qui serait correct, ne disposent pas du dosage de ces biomarqueurs à l'heure actuelle. Cependant, ces deux recommandations ne ferment pas complètement la porte au dosage pour les équipes qui ont commencé à le faire et qui le pratiquent quasiment toutes les semaines, voire tous les jours. Alors, les équipes qui utilisent ce dosage l'utilisent souvent pour leur valeur prédictive négative, qui est très forte et qui est parfois utile, effectivement, dans les situations d'hypertension chronique ou de néphropathie avec protéinurie ou néphropathie avec sans diurèse. Donc c'est surtout dans cette optique-là que ces équipes utilisent le ratio SFLT1-PLGF. Et puis les équipes qui l'utilisent savent très bien les limites de la valeur prédictive positive de ce ratio, qui n'est évidemment pas de 100%. Et donc ils savent que quand ils trouvent un ratio élevé, alors qu'il n'y a pas de critères de prééclampsie, eh bien, ça n'est pas une indication d'hospitalisation, ça n'est pas une indication de corticothérapie à visée maturative fétale, et ce n'est pas évidemment une indication de naissance. En revanche, quand ils trouvent un ratio élevé, ils recontrôlent la croissance fétale, parce que comme vous le savez, il y a une association entre élévation du ratio SFLT1, association moins forte, mais association quand même, et retard de croissance intra-utérin vasculaire. Et puis, ils ajustent la surveillance ambulatoire de leurs patientes. Et je pense même que ces recommandations protègent quelque part les équipes qui utilisent ce ratio, parce qu'il arrive des situations où, avec un ratio intermédiaire ou élevé,
il n'y avait pas de critères de prééclampsie, la patiente voilà, elle n'a pas été hospitalisée et survient N semaines après un événement type HRP, mort in utero, et donc voilà, ils ne sont pas pris en défaut de moyens en défaut d'avoir fait un dosage. Et puis enfin, je voudrais juste souligner la cohérence des recommandations. On n'a pas le temps de reprendre les recommandations sur l'utilisation de ces biomarqueurs à l'international. C'est un gros travail qui a été fait par Tiffaine Barja. Mais pour nos recommandations françaises, nous n'avons pas inclus le ratio SFLT1-PLGF ni dans les critères de définition de la prééclampsie, évidemment, ni dans les critères de sévérité, ni dans les critères de gravité. Et tout ça se tient, et tout ça est parfaitement cohérent. Et ça, je trouvais que c'est très important, parce que si vous regardez très attentivement les critères ISSHP de gravité, vous voyez apparaître angiogénique imbalance, et donc ça n'est absolument pas innocent. Donc c'est très important que ces recommandations soient en cohérence avec les recommandations sur la prééclampsie sévère d'il y a 2 ans. Voilà. Dans le temps imparti, il y avait une troisième question qui était, dans une population de femmes ayant une prééclampsie, le rapport protéinurie-créatinurie, donc là on ne parle plus du ratio SFLT1-PLGF, le rapport protéinurie-créatinine est-il équivalent au dosage de la protéinurie des 24 heures pour la surveillance? Donc vous voyez que la question là n'est pas tout à fait formulée sur un mode PICO. Alors il y a une grande controverse dans la littérature pour savoir si la protéinurie massive est-elle ou non un facteur de mauvais pronostic, maternel ou néonatal, dans la prééclampsie. Donc il y a une grande limite méthodologique pour répondre à cette question, c'est que pendant des années, la protéinurie supérieure à 3, voire 5 grammes par 24 heures a été un critère de sévérité, voire de gravité de la prééclampsie. Et donc, certaines sociétés savantes l'intégraient dans ces critères et donc en faisaient quasiment une indication de naissance passé un certain terme. Et donc, il y a une sorte de biais de confusion pour pouvoir répondre à cette question, qui d'ailleurs n'est pas la question posée, mais je voulais juste vous rappeler que dans les critères de prééclampsie sévère donnés par la SPAR et le CNGOF il y a 2 ans, alors que ça n'était plus dans les critères du collège américain, là, on a remis le critère protéinurie supérieure à 3 grammes par 24 heures. Ce qui indirectement nous indique de quand même surveiller la protéinurie chez les patientes prééclamptiques à qui on propose une prise en charge expectative. Et comme vous l'a rappelé Charles ce matin, il y a effectivement une très très bonne corrélation entre protéinurie, créatinurie et protéinurie des 24 heures. On peut parler de corrélation, là, d'association de très bonnes valeurs prédictives pour les valeurs qui sont celles du diagnostic, c'est-à-dire 30 mg par millimol, c'est-à-dire ce qui correspondait à 300 mg par 24 heures. Mais maintenant, si on veut trouver l'équivalent des 3 grammes par 24 heures, même dans la littérature néphrologique, chez les patients transplantés ou non, alors là, on ne peut plus parler vraiment de corrélation. Là, si vous allez au-delà de 3 grammes par 24 heures, il n'y a plus beaucoup de points sur les scatterplots. Donc, le groupe a préféré dire qu'en cas de prééclampsie confirmée, les données de la littérature comparant la protéinurie des 24 heures au rapport protéinurie sur créatinurie sont insuffisantes en nombre et en qualité pour émettre une recommandation quant au mode de surveillance de la protéinurie. Et pour ceux qui liront le texte long, quand même, le groupe précise que quand même, pour les valeurs qui sont très très élevées, il y a très très peu de données de corrélation. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'au-delà de 3 grammes par 24 heures, votre rapport protéinurie sur créatinurie doit être aux alentours de 300, entre 300 et 500 mg par millimol, mais il n'y a pas de littérature qui clairement appuie cette donnée que je vous donne. Donc en gros, il faut surveiller la protéinurie chez nos patients prééclamptiques et il faut le faire avec la technique que vous maîtrisez, la technique que vous faites habituellement. Soit c'est la protéinurie des 24 heures, dont on sait les limites en termes de recueil, et enfin ce que ça impose aux patientes de recueillir leurs urines sur les 24 heures. Soit si vous travaillez avec le ratio P sur C, voilà, avec juste ce petit flou que qu'est-ce qui correspond à 3 grammes par 24 heures, probablement que quand on est au-dessus de 300 mg par millimol, voire 500 mg par millimol, on est probablement au seuil néphrotique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Édouard. Est-ce que vous avez des questions? 5 minutes. On a 5 minutes? De toute façon, je pense qu'il faut prendre le temps, là, s'il y a des questions, parce que c'était, Édouard l'a très bien expliqué.
le raisonnement du groupe de travail, la littérature, le rationnel. Tellement bien expliqué que Pas de questions sur ces questions de... pas de questions sur cette question qui nous a beaucoup occupés. Je vois des sourires parmi le groupe d'experts. On fait un petit sondage pour savoir qui utilise les marqueurs. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, si tu veux, on peut faire un petit sondage de savoir qui actuellement, dans sa pratique, utilise les marqueurs angiogéniques chez les patientes à risque de prééclampsie. Voilà. Donc vous avez compris que nous ne le recommandons pas. Ça ne veut pas dire que si vous le faites, on considère que ce n'est pas bien. Simplement, comme l'a très bien dit Édouard, si vous le faites sur une patiente qui est hypertendue chronique et vous avez votre ratio qui ne cesse d'augmenter et tout d'un coup vous dites je fais une césarienne ou un déclenchement à 34 semaines parce que je ne le sens plus, si l'enfant a une prématurité inopportune, iatrogène, là votre responsabilité est engagée, pour être très clair. Donc il faut faire très attention, mais ça, chacun après est libre de sa responsabilité sur l'utilisation, si vous l'utilisez, comme l'a très bien dit Édouard précédemment. Bon, pas d'autres questions ? Bon, on enchaîne ? Il y avait une question ? Oui, pardon. Qui est-ce qui a une question ? Allez-y. Monsieur, allez-y, allez-y. Il ne marche pas. Ouais, si vous avez la possibilité, parce que ça permet à tout le monde d'entendre votre question, c'est plus facile si vous avez cette possibilité-là. Alors ma question c'était juste par rapport à la protéinurie des 24 heures, au rapport prot sur créate, quand on l'a à la limite quand il est à 0,0, quand il est à 30 mg ou quand il est à 31, est-ce que même là le rapport acéphale-T1 sur PLGF n'a aucune indication? Parce que nous parfois ça nous arrivait quand on avait un taux comme ça à limite, et quand on avait un acéphale-T1 sur PLGF qui était élevé, ça nous permettait de garder la patiente hospitalisée et de refaire des protes après, et on les avait positifs, donc ça allait vers une prééclampsie beaucoup plus. Je te laisse répondre, c'était Édouard. En fait, votre question, on l'a très bien comprise, et je vais y répondre du côté des facteurs angiogéniques, et pas du côté de la protéinurie. Je pense que c'est plutôt Charles Garabédian sur le seuil diagnostique du P sur C. Par contre, nous, le groupe expert, considère que si vous n'avez pas les critères diagnostiques d'hypertension artérielle, et il n'y a pas de prééclampsie, si vous n'avez pas les critères diagnostiques de prééclampsie, pas de prééclampsie sans HTA, eh bien, il n'y a pas d'indication à hospitaliser parce que vous avez un ratio SFLT1 PLGF élevé. Voilà ce que je veux. Après, si vous le faites, et que voilà, mais c'est ça, nous, ce qu'on dit. C'est que et je pense que la première étude que je vous ai montrée, le New England, qui vous montre que le ratio augmente 5 semaines avant. C'est ça tout l'intérêt physiopathologique de ce ratio, mais c'est ça toute sa limite en clinique. C'est que vous allez lever le voile sur toutes ces situations où la patiente, effectivement, n'a peut-être pas encore de prééclampsie. Mais si on commence à faire ça, alors on va hospitaliser beaucoup de patientes, alors on va peut-être exposer des patientes aux corticoïdes beaucoup plus, alors que finalement, elles auraient une prééclampsie après 34 semaines. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je pense que la réponse à la question, s'il n'y a pas de critères diagnostiques de prééclampsie, voilà, et que vous faites un ratio et qu'il est élevé, nous on pense que ça n'est pas une indication d'hospitalisation et de corticoïdes, et encore moins de naissance. Voilà, c'est ma réponse. C'est typiquement pour ça, parce que ça, c'est pas évalué dans les études, c'est toute la iatrogénie que cela engendre, tout le stress qu'on engendre pour les patientes, le stress des professionnels, et le fait qu'on va faire des interventions supplémentaires, des examens supplémentaires, avec d'autres faux positifs potentiellement. Je dis bien potentiellement. Là, on est dans la marge d'appréciation de chaque praticien qui gère une patiente, et on est tous un petit peu différents par rapport à une situation de risque. Mais le problème, c'est justement sur l'interprétation de ces éléments, eh bien, on n'a pas de données, et potentiellement, c'est source de iatrogénie. Donc, on ne le recommande pas dans une population générale. Après, individuellement, chacun est libre, évidemment, de sa prescription et de faire ses choix propres
avec la patiente. Et on ne pourra pas dire ah non, c'est interdit, l'idée n'est pas ça. En revanche, si oui, vous faites ces marqueurs angiogéniques et que vous les surinterprétez, et vous entraînez des actions qui peuvent avoir une iatrogénie, et je parle morbide, pas juste une hospitalisation, mais en tout cas une prématurité modérée qui n'était pas indiquée, là c'est problématique. Et c'est cette interprétation, ceux qui utilisent les marqueurs géniques au quotidien, en particulier dans des milieux où il y a beaucoup de recherches qui sont faites, il y a une interprétation spécifique et qui n'est pas forcément évidente dans une population générale de tout médecin. Et c'est une des raisons, parmi multiples, comme l'a dit Édouard, pour lesquelles ce n'est pas recommandé. Le temps passe. Merci Édouard. Donc on va donner la parole à Chloé Arthuis pour la suite de la prise en charge de la prééclampsie. Et donc, on va continuer avec le volet prise en charge avec deux questions. Une question sur l'hospitalisation ou une prise en charge ambulatoire et une question sur le traitement antihypertenseur. Donc, je vais commencer avec la première question sur, pour les femmes ayant une prééclampsie non sévère après une hospitalisation initiale, une prise en charge ambulatoire est-elle associée à une augmentation de la morbidité maternelle et néonatale en comparaison à une prise en charge hospitalière ? Alors pour répondre à cette question, il y a très peu de données dans la littérature, une littérature qui est quand même de mauvaise qualité, et on va surtout se baser sur une étude rétrospective sur 365 patientes, étude multicentrique entre Philadelphie et Naples, de Schoen, publiée en 2017, qui a étudié la morbidité maternelle selon le mode de prise en charge, donc en hospitalisation ou en ambulatoire. Dans la population des patientes étudiées, il y avait des grossesses compliquées de prééclampsie surajoutées, sans signe de sévérité, et la définition de la prééclampsie qui avait été prise était celle de l'ISSHP de 2018, avant 37 semaines d'aménorrhée. Parmi les caractéristiques des patientes, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes, et on voit notamment que beaucoup de patientes avaient un traitement antihypertenseur avant la grossesse, donc une population surtout de patientes hypertendues chroniques et peu de prééclampsie, vraiment des prééclampsies surajoutées, mais pas des nouvelles prééclampsies. Dans les modalités de la prise en charge, dans cette étude, ils ont regardé la prise en charge ambulatoire qui reposait sur une visite médicale hebdomadaire, une surveillance bi-hebdomadaire clinique et monitoring fœtal à domicile, une autosurveillance quotidienne de la pression artérielle, une surveillance biologique hebdomadaire, des échographies de croissance toutes les 3 à 4 semaines et des consignes pour la patiente pour revenir consulter en cas de critères de sévérité. Dans le groupe qui bénéficiait d'une prise en charge hospitalière, alors la surveillance était réalisée 2 à 3 fois par jour, à la fois clinique, maternelle et fœtale, et un Doppler était à réaliser 1 à 2 fois par semaine en cas de retard de croissance intra-utérin identifié. Parmi les résultats, donc le résultat c'est un critère composite de morbidité maternelle qui reposait sur des critères de sévérité à l'accouchement, la survenue d'un HELP syndrome, d'une éclampsie, d'un HRP ou d'une hémorragie du postpartum ou d'une admission en réanimation maternelle. Ce critère composite était retrouvé un odds ratio à 0,82 avec un intervalle de confiance entre 0,54 et 1,26. À noter que dans cette étude, il n'y avait pas de HELP, ni dans le groupe ambulatoire, ni dans le groupe hospitalisation. Il n'y avait pas non plus d'éclampsie, ni de décès maternel. On voit que dans les deux groupes, il y a 32% versus 35% de critères de sévérité à l'accouchement, mort fœtale in utero d'un côté et de l'autre, donc pas de différence significative. Il y avait les limites de cette étude, il y avait des biais d'indication et pas de conclusion suffisante pour émettre une recommandation au vu du caractère rétrospectif. Alors, étant donné que la littérature était tout de même assez maigre pour répondre à cette question, on a regardé ce que préconisaient les sociétés savantes pour la prise en charge ambulatoire ou en hospitalisation. Donc la HAS recommande en 2011 une hospitalisation conventionnelle en cas de prééclampsie,
Et quand on regarde les autres sociétés savantes canadiennes, américaines ou le NICE, eh bien, on voit que la prise en charge ambulatoire à domicile est une option pour les femmes présentant une hypertension artérielle gravidique ou une prééclampsie sans critère de gravité. Elle nécessite alors une évaluation fréquente du fœtus et de la mère et une compliance satisfaisante pour permettre d'assurer un suivi médical sans qu'on émette plus de recommandations. Si on regarde plus en détail ce que préconise l'ACOG pour les modalités de surveillance en cas de prise en charge ambulatoire, alors, selon l'ACOG, il faut des mesures de pression artérielle, une évaluation des symptômes cliniques pluri-hebdomadaire en ambulatoire, avec au moins une visite par semaine dans un centre hospitalier, une surveillance biologique une fois par semaine et échographique de la quantité de liquide amniotique. Toutefois, les tests doivent être répétés plutôt selon les symptômes présentés par la patiente, cliniques ou les manifestations biologiques. Enfin, toujours selon l'ACOG, il était recommandé de réaliser une surveillance de la croissance fœtale par échographie toutes les 3 à 4 semaines. Donc, par rapport à l'étude de la littérature et les données que nous avons des autres sociétés savantes, le groupe de travail a considéré, tout comme l'ACOG, le NICE et la Société canadienne, qu'une surveillance ambulatoire d'une femme avec une prééclampsie est possible en l'absence de signes de sévérité. En cas de prise en charge ambulatoire, il est nécessaire d'instaurer une surveillance clinique et biologique régulière, sans qu'on puisse préciser exactement la fréquence, d'au moins une fois par semaine, en lien avec l'établissement de soins où l'accouchement est a priori planifié. La recommandation, du coup, en lien avec cette question, est que les données dans la littérature sont insuffisantes en nombre et en qualité pour déterminer si une prise en charge ambulatoire est associée à une augmentation de la morbidité maternelle et néonatale en comparaison à une prise en charge hospitalière. Donc, absence de recommandation, qualité de la preuve basse. Concernant la deuxième partie, qui était la partie du traitement, dans une population de femmes ayant une prééclampsie non sévère, un traitement antihypertenseur permet-il de réduire la morbidité maternelle et ou néonatale ? Alors, il y a plusieurs études dans la littérature, certaines études qui sont plus anciennes, des méta-analyses et surtout une étude plus récente de Tita en avril 2002, parue dans le New England Journal of Medicine. Et du coup, c'est vraiment sur cet essai en fait qu'on s'est basé. Et donc, je vais plutôt vous détailler cet essai plutôt que la littérature ancienne. Cet essai, c'est l'essai du CHAP, Chronic Hypertension and Pregnancy, qui est un essai multicentrique américain, randomisé, contrôlé et en ouvert, qui inclut 2048 patientes. Il a évalué le traitement de l'hypertension artérielle légère ou modérée en cours de grossesse. Il incluait des patientes qui présentaient une hypertension artérielle chronique, traitée ou non, une hypertension artérielle non connue avant la grossesse, mais qui survenait avant 20 semaines d'aménorrhée et qui était basée sur le critère pression artérielle systolique supérieure ou égale à 14, pression artérielle et ou pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90, contrôlée à 4 heures d'intervalle. À partir de cette population, les patientes étaient randomisées en 2 groupes avant 23 semaines, avec prise d'un traitement actif pour une tension donc inférieure à 14,9 ou pas de médication, pas de traitement, sauf en cas de prééclampsie sévère, donc c'est-à-dire supérieure ou égale à 160-105 mm de mercure. Les patientes qui avaient éventuellement un traitement, une hypertension artérielle chronique qui était traitée au moment de la randomisation, si elles étaient randomisées dans le groupe contrôlé, donc le traitement était arrêté à ce moment-là. Les traitements antihypertenseurs utilisés en première ligne étaient l'abétalol, l'anifédipine à action prolongée. Et il y avait un monitoring de la tension artérielle qui a permis de suivre l'observance du traitement et de voir que si, sur la pression artérielle moyenne après randomisation, dans le groupe contrôle qui était en bleu pour les valeurs systoliques en haut et les valeurs diastoliques en bas, eh bien, on avait une différence de pression artérielle moyenne entre les 2 groupes. Dans cette étude, le traitement antihypertenseur, il y a une évaluation de l'efficacité du traitement sur la tension et sur le critère de jugement principal et une évaluation de la sécurité du traitement et notamment sur le versant fœtal. Donc dans l'efficacité du traitement, c'était basé sur un critère de jugement, un critère composite
qui retrouvait donc les critères de sévérité de la prééclampsie, une induction de la naissance avant 35 semaines, un HRP ou un décès fœtal ou néonatal avant 28 jours de vie. Et cet essai est positif avec un risque relatif à 0,82, un intervalle de conscience entre 0,74 et 0,92 sur le critère de jugement principal, donc une efficacité du traitement dans cette population. Sur le critère de la sécurité, il a été évalué le fait d'être petit pour la gestationnelle, pour le fœtus, et donc ça c'est basé sur des études anciennes qui, selon la physiopathologie supposée de la prééclampsie, montrent que si on a une hypertension artérielle, c'est peut-être un mécanisme compensateur de l'hypoperfusion placentaire, et que donc le fait d'abaisser trop la tension artérielle serait délétère pour le fœtus, avec un poids de naissance in fine qui pourrait être réduit par rapport à ce qui est attendu. Donc le critère de sécurité était d'évaluer les petits pour la gestationnelle ou les petits poids de naissance. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas plus de PAG inférieur au 10e ou inférieur au 5e percentile dans cette étude entre les deux groupes donc pas de diminution du poids fœtal. Donc autrement dit, on a un critère de jugement principal composite qui retrouve 30% des patientes qui présentent l'issue composite maternelle versus 37% dans le groupe contrôle, donc une différence significative, et 11,2% sur les petits pour la gestationnelle inférieure au 10e percentile dans le groupe actif, traitement actif de l'hypertension versus 10,4% dans le groupe contrôle, donc pas de différence de poids pour le fœtus. Si on regarde dans les sous-groupes de cette étude, on voit qu'en fait le traitement il est bénéfique quasiment pour tous les groupes d'hypertension chronique qui ont été nouvellement les patientes qui recevaient des traitements ou qui n'en recevaient pas, quelle que soit l'ethnie, qu'elles avaient ou non un diabète à l'inclusion et quel que soit leur âge gestationnel à l'inclusion également. Et ils ont regardé sur le BMI. Et les seuls groupes pour lesquels on avait un risque relatif à 1 étaient les patientes qui étaient nouvellement diagnostiquées, qui représentaient 500 patientes, nouvellement diagnostiquées pour la tension, ou les patientes qui présentaient un BMI à 40. Les issues néonatales, avec le traitement antihypertenseur, ça c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, donc c'était vraiment le critère de sécurité sur le PAG inférieur au 10e percentile, et donc ce critère de sécurité est rassurant. Et si on regarde les outcomes néonatales, notamment sur le fait de naître prématuré, on voit qu'il y a moins d'enfants qui naissent avant 37 semaines dans le groupe traité, 27,5% versus 31,4% dans le groupe contrôle. Et sur le poids de naissance, on a plus, ce qui est probablement aussi en lien avec le terme de naissance, mais on a moins de 2 kg de poids de naissance inférieur à 2,5 kg dans le groupe traitement versus 23,1% dans le groupe contrôle. Donc, critères de sécurité qui étaient respectés. Dans les autres pays, concernant l'hypertension artérielle non sévère pendant la grossesse, c'est recommandé par 5 sociétés internationales, l'OMS, la FIGO, l'ISSHP, Société européenne de cardiologie, SOMANS, la Société d'obstétrique en Australie, en Nouvelle-Zélande, canadienne et 2 sociétés européennes. Bien sûr, toutes les sociétés savantes recommandent de traiter l'hypertension artérielle sévère supérieure à 160-110. Et là, ça revient à la prééclampsie sévère que je n'évoquerai pas ici. Juste un petit point sur la molécule. Je vais juste faire comme ça. Donc, la recommandation par rapport à cet essai était suite à l'étude de cet essai, le groupe de travail émet comme recommandation que dans une population de femmes ayant une prééclampsie non sévère, il est recommandé de prescrire un traitement antihypertenseur par voie orale en cas de pression artérielle systolique mesurée entre 140 et 159 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique mesurée entre 90 et 109 mm de mercure à plusieurs reprises et au repos pour réduire la morbidité maternelle ou périnatale. C'est une recommandation faible avec une qualité de la preuve basse et je pense qu'on a beaucoup insisté au cours des réunions de travail
pour dire qu'il fallait que cette augmentation de la pression artérielle elle soit prise à plusieurs reprises et au repos dans des bonnes conditions. Juste un petit mot sur la molécule qui ne faisait pas partie de la question PICO, mais le traitement antihypertenseur, du coup on se réfère, qui est suggéré d'utiliser en première intention au choix l'un des traitements antihypertenseurs que sont l'abétalol, la nicardipine, la nifedipine ou l'alpha-méthyldopa, en accord avec le consensus d'experts de la Société française d'hypertension artérielle de 2015. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Chloé. Donc, vous voyez un changement en ce qui concerne le traitement antihypertenseur, puisqu'il n'était pas recommandé avant de traiter les femmes qui avaient une HTA modérée, parce qu'on considérait qu'il y avait potentiellement un risque à surtraiter et avoir des effets indésirables sur la croissance fœtale et éventuellement sur peut-être plus d'anomalies du rythme ou autre. Il y a un certain nombre d'études, il n'y a pas que l'essai de Tita, il y a d'autres études qui montrent qui confirment qu'il n'y a pas d'effet délétère à introduire un traitement chez des patientes qui ont une HTA modérée. Et l'étude de Tita montre, pas vraiment dans la population des femmes prééclamptiques, mais dans la population des femmes qui ont une HTA chronique, qu'il y a un vrai bénéfice à traiter. Et donc c'est la raison pour laquelle on a changé cette recommandation et qu'on a recommandé d'utiliser un traitement antihypertenseur en cas d'HTA modérée. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Très bien. Chloé, Philippe, voilà, ouais, on ne voit pas très bien, mais allez-y. Il n'y a pas de lumière. Non. Merci beaucoup pour cette présentation. Je ne veux pas donner l'impression d'être agressif, mais là, franchement, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous mettez en avant le groupe 1, cette étude qui est une étude chez des femmes avec une HTA chronique, et vous nous dites la recommandation, c'est de traiter les femmes qui ont une prééclampsie. Alors, depuis le début de la matinée, vous nous avez montré une rigueur très importante dans le choix de la population. Là, j'avoue, j'y comprends plus rien à la question PICO. Voilà, enfin, expliquez-nous, parce que je sais qu'il y a d'autres données de la littérature, mais là, les modalités de présentation, elles créent l'interrogation. Je complète la remarque de Philippe, c'est que vous nous montrez qu'il y a un odd ratio à 1, enfin un risque relatif à 1, précisément pour celles dont le diagnostic est nouveau, c'est-à-dire l'échantillon, le sous-échantillon qui ressemblerait le plus à la prééclampsie modérée. Donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas émis une recommandation forte et qu'on a mis que le niveau de preuve était faible, parce qu'on n'était pas dans la population d'intérêt, mais c'est un essai majeur et qu'on considérait que les effets secondaires de traiter une HTA modérée par un antihypertenseur Péros qui pourrait être du Trandate, de l'Aldomète ou un autre médicament qui est recommandé dans le cadre de la femme enceinte, dans la balance bénéfice-risque était en faveur du traitement. Ça a été une longue discussion. On a eu avec Loïc, notamment initialement, et c'est vrai que la publication du papier d'Alan Tita nous a poussé à émettre cette recommandation. Alors, à la SMFM, il y a des données qui vont sortir cette année qui confortent, dans la population des patientes prééclamptiques, qui confortent en fait cette recommandation. Et donc, je pense pour ceux qui y seront dans un mois, vous allez avoir un certain nombre de données qui vont être présentées. Mais voilà, on a fait ce choix-là. Et c'est justement pour cette raison-là que du coup, on a considéré que c'était une recommandation faible et que le niveau de preuve était faible parce qu'on n'était pas dans la population d'intérêt. Notre argument aussi, c'est, je ne veux pas dévoiler la suite des questions, mais c'est que l'hypertension artérielle a des conséquences à long terme pour la femme et qu'évidemment, il y a des bénéfices à ce que à long terme, que la tension soit le mieux équilibrée possible, même pendant entre guillemets, une courte durée de la grossesse qui va être quelques semaines de prééclampsie. Mais ce n'est pas bon de laisser une femme avec une tension élevée de manière chronique pendant des semaines. Philippe Duruel dit « Il n'est pas prouvé qu'une patiente qui a une tension entre 14 et 16 pendant 2 mois, eh bien, finalement, à long terme, a plus d'impact. » Ben, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas de données, quoi. On déflore un peu, et là on est désolé par rapport à Diane, on déflore un peu le sujet, mais il n'est pas montré par strate de tension artérielle, mais c'est des études épidémiologiques, dont françaises,
dont plusieurs ont participé en précu Vassili, montrait quand même à long terme que quand il y a un antécédent de prééclampsie, il y a plus de risques cardiovasculaires. Et puis un autre élément important, alors certes, c'est a posteriori, mais donc à la SMFM va être présenté, on a les abstracts, que plus dans une population d'hypertension artérielle chronique, plus vous avez un contrôle de la pression artérielle bas, moins vous avez de complications maternelles. Et on sait très bien que probablement on n'aura jamais un essai sur une population de prééclamptiques. Probablement. Cet essai, qui a été présenté largement par Chloé, il est tellement méthodologiquement puissant que derrière, on n'aura probablement pas d'essai sur les populations prééclamptiques. Donc c'est vrai que c'est des éléments indirects qui nous ont fait pousser à cette recommandation sur la probabilité, la possibilité qu'il y ait une amélioration, même si c'est une extrapolation, vous avez bien compris que c'est une extrapolation de population hypertendue chronique et qu'on n'est pas sur la population d'intérêt d'une patiente prééclamptique. Et comme l'a bien dit aussi Chloé, non seulement il y a beaucoup de données de safety, même sur le fœtus, même si c'est du court terme, et je suis d'accord par rapport à ce qu'a dit François tout à l'heure en début de session, qu'il faut faire attention aux prescriptions, et c'est aussi pour ça que Chloé a bien insisté sur les mesures de pression artérielle, vous savez, les conditions. Nous ne sommes pas très stringents, nous, gynécologues obstétriciens, contrairement à d'autres professions comme les cardiologues. Et donc, c'est pas je vois la patiente en 5 minutes, j'ai pris le brassard, ah ben oui, elle est tendue, elle était en retard, et je prescris traitement antihypertenseur. Ça ne se passe pas comme ça. Je crois que ça a été bien expliqué. Juste avant de vous passer la parole, monsieur, un point important dans la reco, c'est que il ne faut pas traiter toute mesure de pression artérielle supérieure à 14,9 et que du coup on a bien spécifié qu'il fallait que ce soit contrôlé, confirmé avant d'initier un traitement. Je vous en prie. Merci pour la présentation. Je suis un peu l'intrus, Pierre-Yves Dewandre, anesthésiste réanimateur CHU à Liège. Vous avez redéfini des seuils de traitement. Un certain nombre de sociétés savantes que vous avez citées en préambule ont non seulement défini des seuils, mais aussi des cibles. Historiquement, on traitait à 160, on devait être entre 140 et 160. Certains ont descendu les barres en disant on traite à 150, on vise entre 130 et 150. Ici, on nous dit entre 140 et 159, il est totalement licite de traiter. Est-ce que vous avez des nouvelles cibles et pas seulement des seuils de traitement ? On n'a pas défini de seuil de traitement. Après, si on se base sur ce que font les autres sociétés savantes et dans les études, en général, ils visent sur une tension artérielle qui est inférieure ou égale à 135/85. Donc c'est vrai que cette limite, en fait, elle est assez proche du 140/90, d'où l'intérêt de vraiment contrôler à plusieurs reprises la tension artérielle avant de traiter. Et probablement, par rapport aux données qu'on a de la SMFM, il faudra voir les publications, ce n'est que des communications d'abstract, mais probablement que ça sera même plutôt 130/80. Philippe, dernier point avant. Ouais, dernier point. Vous l'avez compris, j'ai un petit biais de réaction à ces histoires d'antihypertenseurs. Parce que je trouve que par le passé, comme étudiant, puis après comme interne, on s'est beaucoup fait pousser par les labos pour prescrire. Je ne dis pas que c'est le cas là, évidemment. Non, néanmoins, je confirme que ce n'est pas le cas. Non, bien sûr. Mais voilà, donc j'ai un biais un petit peu négatif. Chloé, il y a une question que je poserais, c'est sur la place du repos. On sait que le repos peut jouer un rôle sur un abaissement des chiffres tensionnels chez quelqu'un pour qui il est avéré d'avoir une hypertension artérielle. Et est-ce qu'il n'y aurait pas la place de se dire, bon, on peut d'abord mettre la patiente au repos, de voir comment évoluent ces chiffres tensionnels, peut-être qu'ils vont redevenir plus acceptables, avant d'envisager un traitement médicamenteux. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être... Je ne pense pas qu'il y ait de données dans la littérature. Non, mais c'est ce qu'on met dans la reco. Hein. Ah oui, il faut que ça soit confirmé après un repos. Donc, ce n'est pas une mesure qui justifie de traiter. Donc, dans la reco, quand tu dis repos, c'est quoi, Vassili? Tu te laisses combien de temps? On ne pouvait pas être précis en disant une demi-heure, mais du coup, c'est évident qu'il faut confirmer qu'il y ait plusieurs mesures au repos. Ah non, mais moi, j'entends repos... 24 heures. Ah ben, plus que ça, plusieurs jours de repos pour voir un peu comment évoluent les chiffres, quelque chose de plus intense. On n'est pas rentré dans ce niveau de détail. Il n'y a pas de données, je crois, Philippe, sur le sujet, donc on n'est pas rentré. Ça ne faisait pas l'objet d'une question Pico. Je suis désolé, mais comme il va y avoir une session qui va débuter et que le programme est chargé, on doit avancer sur la présentation d'après. Donc c'est Aurélien Matuzzi.
qui va nous parler de la voie d'accouchement Et du moment. et du moment de l'accouchement en cas de prééclampsie avérée. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je tenais à remercier le groupe de travail pour cette année enrichissante. Je vais donc continuer avec le moment d'induction du travail et la voie d'accouchement. Donc je n'ai pas de lien d'intérêt. La première question PICO que je vais aborder est chez les femmes avec une prééclampsie non sévère diagnostiquée entre 34 et 37 semaines d'aménorrhée, l'induction de naissance immédiate permet-elle de réduire la mortalité maternelle et ou néonatale en comparaison à l'expectative? Ce qu'il faut savoir, c'est que 30% des prééclampsies non sévères surviennent entre 34 et 37 semaines d'aménorrhée. Et 3 essais dans la littérature nous permettent d'évaluer la stratégie d'induction de naissance. Il s'agit de l'essai Phoenix, d'essai IPITAT-2 et d'un essai publié par Owens, mais que nous ne développerons pas aujourd'hui car très limité méthodologiquement, car par manque de financement, il avait été arrêté précocement. Donc le premier essai est l'essai Phoenix. Il s'agissait d'un essai contrôlé randomisé ouvert qui incluait les prééclampsies non sévères diagnostiquées entre 34 et 37 semaines d'aménorrhée et était comparé 448 femmes pour lesquelles un accouchement était planifié dans les 48 heures à 451 femmes pour lesquelles une expectative et une surveillance rapprochée étaient réalisées. Un co-critère de jugement principal était proposé avec un critère composite maternel incluant la morbidité maternelle composite en lien avec les complications de la prééclampsie ou la survenue d'une hypertension artérielle systolique supérieure ou égale à 160 mm de mercure, et ce, selon une hypothèse de supériorité, et un critère de composite néonatal incluant la mortalité périnatale ou l'admission en néonatologie, selon une hypothèse de non-infériorité. Les résultats de cet essai montrent qu'en cas d'accouchement planifié dans les 48 heures en comparaison à l'expectative, il y a une réduction significative de la morbidité maternelle composite ou de l'HTA systolique supérieure à 160 mm de mercure, sans atteindre la non-infériorité pour la mortalité périnatale ou l'admission en néonatologie. Une étude ancillaire de Phoenix qui évaluait le devenir neurologique à 2 ans des nouveau-nés inclus dans cet essai et qui portait sur 59% des femmes inclus dans l'essai, montrait qu'en cas d'accouchement planifié en comparaison à l'expectative, il n'y avait pas de non-infériorité en ce qui concernait le score neurodéveloppemental par KR à 2 ans. Le deuxième essai qui me permet de répondre à la question est l'essai IPITAT-2. Il s'agissait également d'un essai contrôlé randomisé ouvert, mais qui cette fois-ci incluait tous les troubles hypertensifs de la grossesse, diagnostiqués entre 34 et 37 semaines d'aménorrhée. Il comparait 352 femmes pour lesquelles un accouchement était planifié dans les 24 heures, à 351 femmes pour lesquelles une expectative et une surveillance rapprochée étaient réalisées. Le co-critère de jugement principal proposé était un critère composite de morbidité maternelle, incluant la mortalité maternelle et la morbidité maternelle sévère, telles que l'éclampsie, le HELP syndrome, l'HRP, etc., et la survenue d'une détresse respiratoire néonatale sur le plan de la morbidité néonatale. Les résultats de cet essai montrent qu'en cas d'accouchement planifié en comparaison à l'expectative, il n'y avait pas de différence significative sur la morbidité maternelle composite à la différence de l'essai Phoenix, mais une augmentation significative des détresses respiratoires néonatales. Comme je le disais, les limites de cet essai est que la population est différente de celle de Phoenix, puisqu'elle inclut des HTA gravidiques ou des détériorations d'une HTA préexistante et représente près de 40% de la population. Il s'agit donc d'une population moins à risque, ce qui peut expliquer l'absence de différence sur la morbidité maternelle à la différence de l'essai Phoenix. Cependant, l'analyse en sous-groupe pour le groupe prééclampsie ne montre pas de différence sur la morbidité maternelle dans cet essai en cas d'accouchement planifié en comparaison à l'expectative. Une étude ancillaire d'IPITAT-2 a été réalisée, et même 2, une sur le devenir neurologique à 200 puis à 5 ans, qui respectivement incluait 61% et 46% des femmes ayant participé à l'essai. À 2 ans, après ajustement sur le niveau d'éducation maternelle, en cas d'expectative en comparaison à l'accouchement planifié, il y avait un meilleur développement neurologique, c'est-à-dire un score ASQ normal. À 5 ans, il n'y avait pas de différence mise en évidence, mais il n'y avait pas d'ajustement réalisé sur le niveau d'éducation et la puissance était moindre puisqu'il n'y avait que 46% des femmes incluses. En synthèse pour cette question, l'essai Phoenix représente donc l'essai avec la meilleure validité interne et externe pour répondre à la question PICO. Il montre un bénéfice maternel à l'accouchement immédiat versus l'expectative, avec une augmentation néanmoins significative de l'admission en néonatologie, sans décès néonatal rapporté.
Le groupe de travail s'est donc posé la question, faut-il induire la naissance après discussion partagée avec le couple sur le surrisque d'admission en néonatologie pour les prééclampsies non sévères entre 34 et 37 ? Eh bien, pas forcément, parce que si on s'intéresse un peu plus aux éléments de l'essai Phoenix, on se rend compte que la réduction du critère composite maternel, elle repose principalement sur la diminution d'une survenue de 1 épisode ou plus d'HTA systolique supérieur à 160 mm de mercure, et non sur des critères de jugement cruciaux ou importants, tels que le décès, l'HRP, l'éclampsie ou l'AVC, qui sont des événements rares. Et par ailleurs, les conséquences à moyen et long terme d'une naissance entre 34 et 37 semaines d'aménorrhée sont peu évaluées dans cette étude, mais démontrées dans d'autres études. Et les données neurologiques à 2 ans de l'étude ancillaire sont plutôt en faveur d'une expectative. Le groupe de travail a donc choisi de recommander que chez les femmes présentant une prééclampsie non sévère, l'induction de la naissance entre 34 et 37 semaines d'aménorrhée permet de réduire uniquement l'HTA maternelle sévère, mais augmente l'incidence de la prématurité modérée. En tenant compte de la balance bénéfice-risque pour la mère et pour l'enfant, il est donc recommandé de ne pas induire systématiquement la naissance chez les femmes présentant une prééclampsie non sévère entre 34 et 37 semaines d'aménorrhée. Il s'agit d'une recommandation forte avec une qualité de la preuve élevée. La deuxième question PICO abordée est chez les femmes avec une prééclampsie non sévère diagnostiquée cette fois-ci entre 37 et 41 semaines d'aménorrhée. L'induction de naissance permet-elle de réduire la morbidité maternelle et ou néonatale en comparaison à l'expectative ? Il y a un essai qui nous permet de répondre à la question. C'est l'essai IPITAT qui a été publié en 2009 et qui est un essai contrôlé randomisé ouvert également, qui incluait les HTA gravidiques ou les prééclampsies non sévères entre 36 et 41 semaines d'aménorrhée, pour lequel 379 femmes étaient comparées à 397 femmes, donc 379 femmes pour lesquelles un accouchement était planifié dans les 24 heures. Un critère de jugement principal composite de morbidité maternelle était proposé avec la mortalité maternelle, la morbidité maternelle sévère avec l'ensemble des complications de la prééclampsie sévère, mais également l'aggravation vers une HTA sévère, l'aggravation vers une protéinurie sévère et la survenue d'une hémorragie du postpartum sévère. Les résultats sont qu'en cas d'accouchement planifié en comparaison à l'expectative, il y avait une réduction significative de la morbimortalité maternelle composite, donc qui était le critère de jugement principal, sans différence sur le taux de césarienne et la morbidité néonatale composite, qui étaient des critères de jugement secondaire. Une analyse médico-économique ancillaire avait été réalisée pour cet essai, qui montrait une réduction significative des coûts en cas d'accouchement planifié en comparaison à l'expectative. Les limites est que, tout comme pour l'essai Phoenix, l'essai IPITAT montre une réduction du critère composite maternel, mais qui repose principalement sur la diminution de l'aggravation vers une HTA sévère et non sur les critères de jugement cruciaux ou importants. Par ailleurs, la population de cet essai ne respecte pas complètement la population décrite dans la question PICO. Elle incluait les patientes entre 36 et 37 semaines d'aménorrhée, mais ceci restait une faible proportion de la population et il n'y avait pas de différence sur le critère de jugement principal dans le sous-groupe. Encore une fois, les HTA gravidiques ici étaient fortement représentés dans la population, ce qui correspondait à une population moins à risque. Ceci limite l'interprétation des résultats et la qualité de la preuve pour la réponse à cette question PICO. Mais on remarquera quand même que dans le sous-groupe prééclampsie non sévère, la réduction significative de la morbimortalité maternelle composite était toujours significativement réduite dans le groupe accouchement planifié. Par ailleurs, des données récentes montrent que la poursuite de la grossesse après 37 semaines en cas de prééclampsie augmente l'incidence des complications sévères, en particulier d'éclampsie, avec 0,12 pour 1000 d'éclampsie avant 37 versus 0,33 pour 1000 après 37, et que la durée d'exposition à une prééclampsie augmente le risque d'HTA essentiel ultérieur. C'est pour cette raison que le groupe de travail a choisi de recommander que chez les femmes avec une prééclampsie non sévère diagnostiquée entre 37 et 41 semaines d'aménorrhée, il est recommandé d'induire la naissance pour réduire la morbidité maternelle. Il s'agit d'une recommandation forte avec une qualité de la preuve basse. Dernière question, chez les femmes avec une prééclampsie non sévère, la césarienne programmée comparée à une tentative de voix basse permet-elle de réduire la morbidité maternelle et ou néonatale ? Pour cette question, la littérature est manquante. Il n'y a aucun essai contrôlé randomisé qui a évalué la tentative de voix basse en comparaison à la césarienne programmée pour cette population. Il y a uniquement une étude observationnelle américaine, mais que nous ne développerons pas parce qu'elle est de qualité très très limitée. Cependant, nous avons des données en population générale qui montrent qu'en cas de césarienne, en comparaison à la voix basse, il y a une augmentation du risque d'asthme et d'obésité pour l'enfant.
et surtout qu'en cas de grossesse ultérieure, il y a une augmentation du risque de mort fétale in utero, de prématurité, d'anomalie d'insertion placentaire, de rupture utérine et d'hystérectomie d'hémostase. C'est pour cette raison que le groupe de travail a choisi de recommander que chez les femmes avec une prééclampsie non sévère, il est recommandé de réaliser une tentative de voix basse en l'absence de contre-indication obstétricale. Il s'agit d'une recommandation forte avec une qualité de la preuve très basse. Merci pour votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui correspond quand même pas mal à nos pratiques en général, mais Damien? Ou alors ici. Oui, merci pour ces recommandations. Je voulais savoir si on a une idée du risque d'hématome rétroplacentaire quand on hospitalise une patiente pour prééclampsie. Donc, elle est hospitalisée et on commence un déclenchement. Le déclenchement, il prend 24-48 heures. Il est arrivé de manière rare mais non exceptionnelle qu'on confonde des contractions utérines avec un HRP en cours. Est-ce qu'on a une idée du risque d'HRP au cours de l'hospitalisation d'une patiente qui a une prééclampsie qu'on est en train de prendre en charge? Parce que si c'est 2%, ça vaut le coup de le dire, de le savoir, voilà. Alors moi, à titre personnel, dans ce que j'ai lu, je n'ai pas retrouvé le chiffre exact, je suis désolé, mais je ne sais pas si... Tu as ça dans l'étude EPITAT, ou tu es dans l'expectative, donc tu n'es pas dans le déclenchement, mais c'était une étude où il y avait, il y avait un tiers de prééclampsie, 2 tiers d'hypertension artérielle chronique, et puis c'est expectative versus déclenchement. Donc c'est difficile de savoir dans cette population, parce qu'il n'y avait pas de stratification en fonction de femmes prééclamptiques et des femmes d'hypertension artérielle chronique, mais la prévalence, l'incidence du HRP était inférieure à 1%. Merci. Donc c'est rassurant. Merci beaucoup, excellente présentation encore une fois, comme toutes les précédentes. Je me souviens plus très bien, mais dans EPITAT, et c'est aussi parce que Loïc ne va pas me contredire, mais la question du déclenchement des patientes en ce moment, ça génère des tensions, des femmes qui refusent le déclenchement, même dans des situations pathologiques. Il me semble que dans EPITAT, finalement, il y en avait quand même beaucoup, même dans le groupe expectatif, qui avaient finalement été déclenchés. De mémoire, je me demande si c'était quasiment pas 1 sur 2. Et puis le gain en termes de semaines, il n'était pas si énorme. Pareil, non, c'est vrai. Tu sais mieux que moi, mais je crois que c'était 1 semaine finalement. Oui, c'est même moins d'1 semaine, je crois. Je crois que c'est 5 jours de mémoire. Et donc c'est vrai que des femmes qui refuseraient d'être déclenchées, j'ai peur que notre position un petit peu de médecin soit de leur dire attention, la recommandation c'est de déclencher. Est-ce qu'on ne peut pas la nuancer un petit peu plus en disant on peut aussi attendre dans des situations particulières où elle refuserait le déclenchement et déclencher uniquement si les choses s'aggravent, et on l'espère progressivement, tout en prenant un risque d'accident plus aigu tel qu'un HRP. Ça, c'est certain. De donner cette information, est-ce que ça vous choque ? Ça ne me choque pas, mais je pense que quand même, là, de plus en plus, et là, notamment les 2 dernières études que j'ai, une diapositive où je présentais les données récentes qui montrent qu'il y a quand même plus de complications, plus on attend, et comme on n'a pas, ou peu en tout cas, de problèmes sur l'enfant à terme, je pense qu'il est quand même préférable dans la majorité des cas, proposer un déclenchement chez ces patientes entre 37 et 41 semaines. Après, c'est sûr qu'on peut toujours discuter au cas par cas sur des prééclampsies avec une prot à peine élevée et des tensions limites, de patienter si la patiente ne souhaite pas. Mais je pense que dans la majorité des cas, au vu des données de EPITAT, mais surtout des données récentes observationnelles, et en particulier sur, comme on le disait tout à l'heure, l'exposition, plus la durée d'exposition à une prééclampsie augmente le risque d'HTA essentiel et de risque cardiovasculaire à long terme, mais ça, Diane vous en parlera mieux que moi. Je pense qu'il est préférable à terme de proposer un déclenchement. Philippe, je peux peut-être intervenir. En fait, je peux compléter. Ma question, c'est celles qui sont dans l'opposition, d'apaiser justement. On ne peut pas obliger quelqu'un à être déclenché. Justement, est-ce qu'on peut lui dire de toute façon, quelle que soit, la loi, elle est très claire, très très claire. Et ça nous arrive dans des patientes, même qui ont des prééclampsies extrêmement sévères. On ne peut pas faire un geste médical, et a fortiori un déclenchement, si la patiente n'y consent pas. Donc nous, on peut dire la balance bénéfice-risque pour nous est largement en faveur d'eux,
la patiente, il faut qu'elle consente. Mais si elle ne consent pas, c'est son choix, bien entendu. Après, charge à nous de bien prouver notre obligation d'information, parce que si jamais il y a un souci, il faut qu'on puisse prouver l'obligation d'information de la traçabilité. Mais évidemment, ça me semble très important de rappeler que c'est la patiente qui décide. Oui, mais je n'ai pas le sentiment qu'on prenne un risque majeur chez celles qui voudraient continuer un tout petit peu la grossesse. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que la prééclampsie modérée évolue à bas bruit, mais quand on regarde la morbidité maternelle de la prééclampsie, enfin pas étonnamment, mais c'est la prééclampsie à terme en fait. C'est-à-dire que les accidents graves surviennent majoritairement sur des prééclampsies à terme. Et souvent en fait, c'est des décompensations aiguës et brutales, pas forcément sur des prééclampsies sévères. Donc passer le message qu'après 37 semaines d'aménorrhée, une prééclampsie est une indication de déclenchement, pas forcément en urgence, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on la voit à 18 h qu'il faut la déclencher le soir, mais qu'il faut en tout cas programmer un déclenchement, ça me paraît raisonnable. Oui, t'as raison. Après, c'est dans la discussion au cas par cas. Bien sûr, mais je ne sais pas si vous vivez ça, mais des oppositions au déclenchement, il y en a de plus en plus, mais il y en a à 42, 43 semaines. Enfin, ouais, voilà, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien et c'est pas si simple de les résoudre quand elles sont complètement arc-boutées. Alors, on va enchaîner sur la prochaine présentation qui est du coup une présentation peut-être un peu atypique dans ce contexte de RPC qui est qu'est-ce qu'on peut donner comme information au grand public. Et donc on vous a expliqué qu'on a travaillé avec l'association de patientes Grossesse Santé contre la prééclampsie qui est présidée par Céline Camilleri. Et donc on a souhaité avoir un texte grand public, des recommandations grand public du travail qui a été effectué et également des flyers. Donc je laisse la parole à Céline et à Paul Perveller. Merci, bonjour à tous. Donc Céline Camilleri, donc j'ai fondé l'association Grossesse Santé contre la prééclampsie il y a 5 ans environ. En fait, je l'ai créée sous l'impulsion du professeur Vassili Tsartsaris qui m'avait suivi donc pendant mes grossesses à Port-Royal, qui a eu la gentillesse d'attendre que ma dernière fille rentre à l'école maternelle pour me proposer de créer l'association, parce que c'est quelque chose que j'ai quand même, que je fais en plus de mon travail, voilà, mais qui est une mission importante pour moi, pour transformer ce qui a été un drame personnel en quelque chose de positif. Et j'en profite pour vous remercier de m'avoir invité à votre table et à vos conversations enrichissantes et pleines d'énergie. C'est un plaisir. Alors, à quoi ça sert une association? Quelles sont nos missions? On est d'abord là pour aider les parents qui sont touchés et très choqués, en fait, qui se sentent isolés par rapport à ce qui leur est arrivé. Il y a une action de prévention par l'information, donc l'information des femmes enceintes, l'information des femmes touchées sur le risque de récidive, comment minimiser le risque de récidive, le risque à plus long terme de maladies cardiovasculaires, tout ce dont on a parlé en fait justement aujourd'hui. On encourage la recherche, on veut créer un vrai fléchage vers la prééclampsie. Donc on remet chaque année 2 bourses de 5 000 € au congrès de la Société française de médecine périnatale. Et on veut mieux documenter, mieux chiffrer la perception, le point de vue des patientes, donc dépasser peut-être le cadre de quelquefois de ce qui peut paraître une anecdote. Et donc on fait chaque année une enquête auprès de 1000 femmes pour justement chiffrer, quantifier leur point de vue. C'est quelque chose, donc ce sont des enquêtes que nous faisons avec nos partenaires de l'INSERM et que nous publions. D'ailleurs, Diane est en train de travailler sur l'article de notre dernière enquête qui concerne justement l'information et la prise en charge après l'accouchement. On a des partenariats, donc, en particulier participation à ce groupe de travail des RPC avec le CNGOF, mais on a des partenariats avec toutes les grandes sociétés médicales qui sont touchées par la prééclampsie. On est donc très présent sur les réseaux sociaux, puisque c'est là qu'il faut être pour parler aux mamans. Près de 14 000 femmes nous suivent sur Instagram et sur Facebook. Je vous engage à nous suivre aussi. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir, il y a beaucoup de témoignages, donc de voir la perception des femmes. Et puis vous verrez aussi comment on peut parler et informer donc, les parents.
Donc vous tapez grossesse santé sur Instagram et Facebook et vous nous trouvez. On a un site internet, donc grossesse-santé.org. Vous aurez un QR code en fin de présentation, puisque c'est là que vous pourrez trouver les brochures que nous avons développées pour vous aujourd'hui. Enfin pour vous. En fait, c'est pour les patientes, mais ça peut vous intéresser pour vos patientes. Voilà. Et donc notre contribution, donc au-delà de la participation aux discussions, c'était vraiment, et donc d'apporter le point de vue des patientes, c'était vraiment de créer des documents et de rendre ça utile, je dirais intelligible pour les parents. Voilà, donc ça a vraiment été le projet de créer donc une version grand public. Vous allez voir comment on l'a abordé qu'on peut utiliser pour les patients. Voilà, et donc aussi, on a voulu créer une brochure vraiment pour les patientes, donc aussi disponible, de manière à pouvoir communiquer simplement sur cette possible complication de la grossesse. Merci beaucoup. Merci d'avoir travaillé avec moi, Céline. C'était vraiment un plaisir. Donc, on a fait ces 2 documents. Alors, bien sûr, on était à toutes les réunions des RPC. On s'en est bien sûr complètement imprégné pour pouvoir faire ce document grand public que je vais vous présenter maintenant. Ça va durer 3 minutes avant la conclusion finale de Vassili. On a essayé de vulgariser toutes les questions qui ont été abordées aujourd'hui, pour que les femmes puissent le comprendre de façon relativement simple et que ça soit parlant au plus grand nombre. Et puis on a fait aussi une brochure patiente qui reprend vraiment des tout petits points de RPC et vraiment d'avoir une diffusion plus importante. Donc la création du document grand public que vous pourrez donner aux patientes, je vais vous donner le QR code juste en fin de présentation. Et donc l'idée de ce document grand public, c'était déjà d'expliquer la méthodologie des RPC. C'est très difficile de donner directement une conclusion à une question si on n'explique pas comment on a fait pour la travailler, ce qu'a fait Loïc pour nous tous, mais il faut aussi expliquer aux patientes comment on a fait, parce qu'il y a certaines choses qui peuvent paraître parfois un peu troublantes, et donc il faut bien expliquer notre méthodologie. Donc la méthodologie PICO, comme on l'a vu, la qualité de la preuve et le grade de la recommandation, et que parfois on peut avoir une recommandation forte avec une preuve basse, etc. Et ça, l'expliquer aux patientes est quelque chose d'aussi très important. Et puis après, on a repris point par point les questions des RPC, la définition de la prééclampsie, qui sont les femmes à risque de prééclampsie, ça c'est des questions qui sont fréquemment posées par les patientes, etc. Est-ce qu'il y a une place au dépistage de la prééclampsie au premier trimestre? La place de l'aspirine, est-ce que je dois en avoir? À quelle dose? Quand est-ce que je dois commencer et finir? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de prévenir cette maladie? Les anticoagulants, les supplémentations nutritionnelles, quelles qu'elles soient? Est-ce que je peux continuer à faire du sport ou est-ce qu'il faut que je sois au repos? La prise en charge vraiment pratique et médicamenteuse de la prééclampsie, et puis comment je dois être suivi. Et ça, c'est des questions qui sont aussi importantes parce que quand la patiente a fait la prééclampsie, on l'adresse à l'association et elles vont aller se retourner vers l'association en disant qu'est-ce que je dois faire? Mon médecin m'a dit de faire ça, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce qu'on peut faire d'autres choses? Et donc, je vous ai fait 2 captures d'écran pour que ça soit parlant et vous pourrez le voir par vos yeux, par vous-même dans quelques secondes. Donc, la question des RPC, on a posé la question un tout petit peu vulgarisée et on a fait une vulgarisation de la réponse et que ça soit intelligible pour les femmes et les coparents. Donc la question tout simplement en rouge, la définition de la prééclampsie et sa fréquence, la réponse en noir, donc c'est une HTA, etc., supérieure à 14,9, la protéinurie, et on a introduit la nouvelle notion du P sur C, et puis après à 20 semaines, etc. Donc voilà, on a essayé vraiment que ce soit simple, concis. On a le document entre les mains si vous voulez le voir aussi. Et voilà, une autre question, à quelle dose dois-je prendre l'aspirine en préventif? Et on reprend quelques lignes hyper simples, mais au moins une question, une réponse pour qu'on puisse statuer assez simplement pour la patiente. Et on explique, bien sûr, j'aime bien l'exemple, on explique un tout petit peu plus ce qui se passe, et aussi pour expliquer quelquefois qu'il peut y avoir des effets, des effets délétères, on n'utilise pas le mot délétère. Voilà, on va rentrer dans un petit peu plus d'explications et pour leur permettre de mieux comprendre. Voilà, qui ne sont pas dans les RPC, mais voilà, les mécanismes d'action qui sont différents, les effets indésirables, le placenta, etc. Et puis, voilà, comme vous l'a dit Céline, il y a toutes les adresses que vous pouvez tout à fait donner à vos patientes. C'est hyper important maintenant aussi de leur donner ces informations supplémentaires. Il n'y a pas que l'information médicale, mais ces associations de patientes sont d'une grande aide pour nos patientes. Et puis, la brochure patiente, est-ce que c'est différent de cette version grand public? Oui, c'est vraiment quelque chose de très didactique, très court également, qui va parler à encore plus de monde.
On ne va pas tout synthétiser les RPC pour le coup, là, ça va être très simpliste. Et donc, cette brochure patiente qui existe déjà, oui, qui a déjà été, j'ai imprimé, j'ai même des exemplaires pour ceux intéressés. Voilà, n'hésitez pas à venir voir Céline juste après. Et donc, je vous la présente, elle n'est pas du tout entière, mais voilà, c'est avec des pictogrammes très simplistes. Mais parfois, il y a des barrières linguistiques qui font qu'on ne peut pas forcément tout comprendre de sa pathologie. Et donc, ça s'appelle la pré-éclampsie, parlons-en. Donc, c'est également un format très, très court, très intelligible, plus intelligible que la version grand public, bien entendu, où on utilise des illustrations qui vont parler au plus grand nombre, qui est disponible en format papier, mais aussi en version électronique, et avec également les coordonnées de l'association et des réseaux sociaux, comme vous en avez parlé, Céline. Voilà le QR code qu'on vous invite à scanner, où vous retrouverez la version grand public de ces RPC et également la brochure patiente que vous pourrez mettre dans vos cabinets ou dans vos salles d'attente d'hôpital. Voilà, et donc c'est sur le site Grossesse Santé, il y a une rubrique professionnelle de santé. Voilà, c'est tout simple. Et on vous remercie de votre attention. Pour vous dire un petit peu l'implication des associations, c'est quelque chose qui va être de plus en plus important dans notre pratique. Aussi bien pour le soin, hein, ils interviennent et on a des échanges avec eux ils nous posent des questions, des conseils par rapport à des situations. Mais également dans la recherche, hein, on implique les associations de patients de plus en plus dans les grandes études qu'on met en place, notamment dans le cadre du GROG, où du coup on implique les patients pour identifier les bonnes questions et sur les questions méthodologiques et également sur les informations, la façon d'informer les patientes à l'inclusion dans les études pour améliorer l'inclusion dans les études. Donc Céline nous aide beaucoup. Un grand merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions pour cette partie-là ? S'il n'y a pas de questions, on va faire une rapide synthèse. Oui, on va faire une rapide synthèse. C'est l'occasion pour nous de remercier énormément Vassili Tsatsaris pour son accompagnement, son implication, sa disponibilité, sa gentillesse. C'était un plaisir, Vassili. On était ravis, sur cette dernière année, avec Marie-Victoire Thomas, d'être avec toi sur cette RPC. Merci pour tout. Merci à vous. C'était un plaisir aussi. Une belle expérience et en tout cas un groupe qui a été dynamique. Il y a eu des débats, mais il y a eu de la discussion, donc c'est l'essentiel. Et le résultat, on va voir dans quelques années comment les collègues vont s'approprier ces RPC. Alors, l'objectif, c'est comme ça a été très très dense, de vous faire une petite synthèse des recommandations. Donc voilà mes liens d'intérêt. Alors, je vous précise que tous les orateurs déclarent leurs liens d'intérêt et seront dans le texte. C'est quelque chose qui est indispensable. Et donc, certains des orateurs ont des liens avec des industriels, mais pas que des liens avec des industriels, aussi des liens qui peuvent être indirects, notamment dans le cadre de projets de recherche. Et donc, ils sont clairement affichés. En ce qui concerne la définition de la prééclampsie, vous le savez, les anglo-saxons ont élargi leur définition. Donc ça a été un vrai sujet, un vrai débat de savoir si nous devions également suivre ce chemin-là et élargir la définition de la prééclampsie. Et comme du coup ça vous a bien été montré, ces définitions augmentent l'incidence de la maladie sans qu'on ait la preuve que ça améliore la santé des femmes et des nouveau-nés, que ça peut induire une certaine iatrogénie et potentiellement, éventuellement, des accouchements un peu plus précoces. Et dans ce contexte-là, nous avons fait le choix de ne pas élargir la définition de la prééclampsie, de garder celle qui était classiquement admise en France. Donc c'est un vrai choix assumé, en tout cas francophone, qui va à l'encontre de toutes les définitions anglo-saxonnes qui sont publiées actuellement. Et on pense qu'il n'y a pour l'instant pas de données suffisantes qui, du coup, montrent que cette nouvelle définition ait un intérêt. Et donc on reste sur l'association d'une hypertension artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure, associée à une protéinurie significative, donc 0,3 g par 24 heures, ou un P sur C supérieur ou égal à 30 mg par millimole, survenant après 20 semaines d'aménorrhée. Je vous rappelle que la prééclampsie surajoutée est la survenue d'une protéinurie chez une femme qui est déjà hypertendue chronique, mais qui n'a pas nécessairement une hypertension, puisque souvent elle est traitée et équilibrée par son traitement antihypertenseur. Donc l'apparition d'une protéinurie chez une femme qui a une HTA chronique est la définition d'une prééclampsie. Je vous ai mis en petit picto en bas
le fait qu'il existe des rares formes de prééclampsie ou de pathologies sévères associées à une prééclampsie, mais qui n'ont pas de protéinurie. On sait qu'il y a des femmes qui ont des HELLP syndrome sans protéinurie, et ces femmes-là, il faut considérer que ça fait partie du même spectre de la maladie. Et donc on l'a mis un peu à part, sans vouloir élargir nécessairement la définition à ce qu'ont fait les anglo-saxons. En ce qui concerne les facteurs de risque de prééclampsie, ils sont bien connus, bien décrits dans la littérature. Les plus importants sont l'antécédent de prééclampsie personnel, la HTA chronique essentielle, le diabète préexistant et également le lupus, le SAPL et la néphropathie chronique. Mais l'intention était de montrer que chaque facteur de risque, même important, n'est pas une indication d'aspirine, mis à part l'antécédent personnel de prééclampsie, on le verra après, et que la valeur prédictive de ces facteurs pour prédire une prééclampsie ou une prééclampsie sévère est assez faible. Et vous voyez que la sensibilité, si on prend un dépistage qui repose sur les facteurs de risque, on n'est qu'à 35-40% de sensibilité. Et donc, il se posait la question du dépistage de la prééclampsie au premier trimestre, qui est proposé actuellement sur le territoire français, qui repose sur l'association de paramètres maternels, des Doppler utérins et du dosage du PLGF. On n'a pas actuellement suffisamment de données qui nous permettent de dire que l'implémentation de ce dépistage en population améliore la santé des femmes ou des nouveau-nés, et donc il a été recommandé de ne pas réaliser en routine ce dépistage de la prééclampsie au premier trimestre. Qu'en est-il de la prévention par de l'aspirine? Et donc des recommandations en population générale et chez les nullipares qui étaient fortes et qui recommandaient de ne pas prescrire d'aspirine de façon systématique en population générale. Et ça, on peut comprendre que du coup, il n'y a pas d'indication à donner à toutes les femmes enceintes de l'aspirine. Mais chez les nullipares, on pouvait tenter de le faire. Et donc les données ne vont pas dans ce sens-là. Et donc chez les patientes à risque, on a distingué les patientes qui ont un antécédent de pathologie vasculaire placentaire, un terme qui reste encore flou, on en a un peu parlé. Mais dans ce sous-groupe de patientes, il y a des données robustes qui montrent qu'il y a un bénéfice à prescrire de l'aspirine de façon préventive à ces femmes-là. En revanche, pour les patientes qui ont une hypertension artérielle, un diabète de type 1 ou de type 2, des néphropathies ou les grossesses gémellaires qui restent des situations à risque de prééclampsie, on a des données, peu de données en tout cas, qui vont dans le sens d'un intérêt de l'aspirine. Et donc, on a abouti à une absence de recommandation sur ces situations-là. Mais en pratique, c'est plutôt pas d'intérêt à donner de l'aspirine dans ces situations-là. Il y a une étude en France sur HTA, qui est l'étude EPEP menée par l'équipe de Créteil et par Bassam Haddad, qui du coup essaye de... Chazap, pardon, pas EPEP, qui a pour objectif d'évaluer l'intérêt de l'aspirine chez les femmes qui ont une HTA. En ce qui concerne les modalités de prescription de l'aspirine chez les femmes qui ont une indication, donc ont une pathologie vasculaire placentaire, vous avez vu qu'on recommande la prescription d'aspirine entre 100 et 160 mg par jour, en une prise plutôt le soir, à débuter pendant la grossesse, avant 16 semaines d'aménorrhée. Et si la patiente, vous la voyez entre 16 et 20 semaines d'aménorrhée, on peut débuter l'aspirine, mais il n'y a pas d'intérêt à débuter l'aspirine après 20 semaines d'aménorrhée. Pas d'intérêt non plus à débuter en préconceptionnel, l'aspirine. Et du coup, cette aspirine, il est recommandé de l'interrompre à 36 semaines d'aménorrhée. Pas pour des questions maternelles anesthésiques, c'est aussi parce que l'aspirine passe la barrière placentaire et qu'il y a eu quelques papiers qui ont montré possiblement une augmentation de l'agrégation plaquettaire, une diminution de l'agrégation plaquettaire chez le nouveau-né, et potentiellement un risque un peu plus accru de complications hémorragiques chez le nouveau-né. Donc l'idée, c'était de diminuer l'exposition à l'aspirine chez les nouveau-nés. La prescription d'aspirine à faire plutôt le soir ou au coucher plutôt que dans la journée. En ce qui concerne les autres traitements, moyens de prévention, donc, il est recommandé de ne pas administrer de traitements par héparine de vapeur moléculaire en plus de l'aspirine chez les patientes à risque, notamment celles qui ont une pathologie vasculaire placentaire, pour réduire la morbidité maternelle ou périnatale. En ce qui concerne le calcium, donc pas d'indication à proposer du calcium en population générale chez les nullipares ou chez les femmes à risque. Alors plutôt une absence de recommandations en population générale et chez les femmes à risque. Et concernant la vitamine D, donc des données qui ne vont pas dans le sens de l'utilisation
ou la prescription de la supplémentation en vitamine D chez les femmes enceintes en population générale ou en population en risque, on a conclu à une absence de recommandation. En ce qui concerne les autres moyens de prévention, pas d'intérêt à prescrire et à initier une prescription d'autosurveillance de la pression artérielle chez les femmes qui sont à risque de prééclampsie. Si vous prenez en charge une patiente qui est une HTA chronique et qui a déjà une autosurveillance de la pression artérielle avec un appareil d'automesure, il est licite de continuer, mais il n'y a pas d'indication à prescrire et l'acquisition d'un appareil d'automesure chez ces femmes-là. L'activité physique est encouragée pendant la grossesse, et des données qui montrent que ça diminue la prééclampsie. Donc on a recommandé d'encourager la pratique de l'activité physique chez les femmes qui ont un antécédent de prééclampsie. Et puis en ce qui concerne les régimes pauvres en sel, donc pas de recommandation, on n'a pas de données qui montrent l'intérêt de ce régime pauvre en sel. Maintenant, concernant la prise en charge de la prééclampsie, s'est posé la question de l'utilisation de ces biomarqueurs. PLGF seul, c'est surtout les Anglais qui utilisent le PLGF seul. En France, on utilise plutôt le ratio SFLT1-PLGF. Et donc, on a été prudent en fait sur l'utilisation de ces biomarqueurs. La raison pour laquelle on a été prudent, c'est que c'est des biomarqueurs qui ont une très bonne valeur prédictive négative, c'est-à-dire quand le ratio est négatif, à ce moment-là, la probabilité de développer une prééclampsie est très faible. Mais lorsque le ratio est positif, à ce moment-là, la valeur prédictive positive est faible, et donc on est inquiet des décisions qui pourraient être prises sur un ratio qui est élevé, avec possiblement plus d'induction, plus de prématurité. Et on n'a pas la preuve pour l'instant dans la littérature que l'implémentation du ratio chez des femmes qui ont une suspicion de prééclampsie ou une prééclampsie avérée améliore la santé de l'enfant ou de la mère. Et donc c'est la raison pour laquelle on a recommandé de ne pas l'utiliser en routine de façon systématique. Sachez que certains pays, les Anglais et les Allemands, ont recommandé l'utilisation de ces ratios dans leurs recommandations. Et en ce qui concerne la surveillance de la protéinurie chez les femmes qui ont une prééclampsie, vous pouvez le faire soit en utilisant la protéinurie des 24 heures, soit le ratio P sur C. Voilà. On est dans une situation où on ne sait pas très bien quel est l'intérêt de la protéinurie en pratique dans la surveillance des femmes qui ont une prééclampsie avérée. En ce qui concerne la prise en charge ambulatoire versus hospitalisation pour la prééclampsie, donc il faut dans les recommandations une hospitalisation initiale, mais est-ce qu'après on peut surveiller des patientes en ambulatoire? Donc là encore, c'est une absence de recommandation et ça dépend essentiellement de la façon dont vous êtes organisé localement et des moyens que vous pouvez mettre pour surveiller vos patientes en ambulatoire. Ce qui est important, c'est que cette surveillance puisse être bien faite, et si elle peut être bien faite en ambulatoire, il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous le fassiez. Le traitement antihypertenseur en cas d'HTA modéré, vous avez vu les débats qu'on a eus. On a émis une recommandation de traiter l'hypertension artérielle modérée, entre 140 et 159 mm de mercure pour la systolique et 90 et 109 mm de mercure pour la diastolique, sur la base d'un essai randomisé extrêmement important qui est l'essai de TITA, mais qui concerne des femmes hypertendues chroniques. Voilà, on a transposé ces résultats aux femmes qui ont une prééclampsie modérée. En ce qui concerne la prise en charge, donc l'accouchement, il est recommandé d'induire l'accouchement après 37 semaines d'aménorrhée, et entre 34 et 37, pas d'indication à un déclenchement systématique. C'est une balance bénéfice-risque, puisque quand on déclenche, on améliore la santé de la mère, mais on augmente la prématurité, et donc on augmente la morbidité périnatale. En ce qui concerne la voie d'accouchement, il est recommandé de privilégier l'accouchement par les voies naturelles s'il n'y a pas de contre-indication obstétricale. En ce qui concerne la situation après la prééclampsie, donc c'est des questions importantes en fait, qui émergent en termes de recherche de façon majeure depuis ces 5 dernières années. La place de la consultation spécialisée. Donc Diane vous a bien montré qu'il est important qu'il y ait une consultation systématique 1 mois et demi, 2 mois après, qui est la consultation postnatale, où on va prendre l'attention, évaluer, rechercher une protéinurie. Et donc ça, malheureusement, l'enquête qui a été menée par l'association Grossesse Santé contre la prééclampsie montre que ce n'est pas bien fait en France et qu'un bon nombre de patientes ne sont pas revues en consultation postnatale. Et donc il est important que cette consultation ait lieu et que si jamais il y a une protéinurie persistante ou une hypertension artérielle, la patiente soit orientée vers une consultation spécialisée
mais pas d'indication à une consultation spécialisée, systématique pour toutes les femmes qui ont une prééclampsie. En ce qui concerne les interventions non médicamenteuses pour réduire les complications maternelles à long terme, là, du coup, les données de la littérature sont insuffisantes en nombre et en qualité pour émettre une recommandation contre l'intérêt de ces mesures. Et sur le suivi médical à long terme, il y a des données très fortes maintenant qui montrent que les femmes prééclamptiques ont un risque accru de complications cardiovasculaires, de néphropathie, un risque accru d'avoir une insuffisance rénale et d'évoluer vers une greffe rénale à long terme. Plus de risques également de complications neurologiques liées à des complications neurologiques vasculaires. Et donc, il est important, en tout cas, de suivre ces patientes et de les mettre dans un cursus de suivi. Donc, il est recommandé d'informer les patientes de façon non alarmiste. Et pour ma part, je pense que c'est important que cette information ne se fasse pas uniquement par un canal médical, mais également par le biais d'autres moyens de diffusion, et notamment par les associations. Donc, il est important de recommander d'informer les femmes qui ont présenté une prééclampsie sur la nécessité d'un suivi et d'une surveillance sur le long terme. Donc voici comment se présentent les documents grand public. Donc ils n'ont pas été présentés dans leur apparence, hein, en tout cas par Paul et Céline, mais du coup c'est un document de 6 pages en terminologie grand public qui est important et qui pourra être diffusé aux patientes. Et voilà le flyer qui a été proposé par Grossesse Santé contre la prééclampsie en termes très simples pour expliquer aux patientes ce que c'est que la prééclampsie. Je tiens à remercier tous les membres du groupe. Et donc cette photo a eu lieu ce matin, au petit matin, juste avant que la session commence. Donc tous les membres du groupe pour le travail qui a été réalisé, qui est un travail important, qu'on va continuer à valoriser. Je tiens également à remercier un travail qu'on ne voit pas nous, parce que vous ne voyez pas en tant qu'auditeur, parce qu'il n'est pas forcément très valorisé, mais qui est extrêmement important, qui est le travail des relectrices et des relecteurs, qui permettent la validation de ces recommandations, et Enora Leroux, qui nous a aidé à faire ce Delphi. On remercie également le Collège national gynéco-obstétricien et l'association pour le travail qui a été réalisé. Merci, et je suis ravi de conclure cette session. Je ne pense pas qu'il y aura des questions, donc je vous souhaite une très bonne journée.